Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Article 35, l'émission de TV Bruit à l'Université des mouvements sociaux et solidaires. Je reçois Mathilde Chouba. Bonjour. Bonjour. Tu es politiste à Sciences Po Lille et tu as fait partie d'un atelier ce matin là, qui parlait, la question qui était posée était jusqu'où faut-il aller pour vivre dans une société soutenable. Ce qui a été défini un peu au début, c'est l'impact des sociétés l'impact tout court des sociétés. Est-ce qu'on peut essayer de définir un peu ça comprend quoi cet impact des sociétés? D'accord, oui, bien sûr. Alors, un des indicateurs les plus souvent utilisés pour définir cet impact, c'est l'empreinte écologique. En fait, l'impact écologique global que nous avons sur la planète à cause de notre mode de vie, de notre organisation sociale, mode de vie et de notre économie, on peut le calculer sous forme d'empreinte écologique. Et en fait, on va additionner tout ce qu'on utilise comme ressources naturelles et le convertir en hectares globaux. Et en fait, les hectares globaux, c'est pas toujours très clair, donc on peut aussi comparer en nombre de planètes. Quand on dit si tout le monde vivait comme des Américains, il faudrait qu'on ait 3 planètes, comme des Français, pardon, il faudrait qu'on ait 3 planètes, c'est l'indicateur d'empreinte écologique qu'on utilise. On peut aussi parler il y a une équation célèbre dans l'écologie politique qui s'appelle IPAT, c'est I égale P fois A fois T, et I, c'est l'impact environnemental, c'est tout ce qu'on demande à la Terre pour nous soutenir. Et cet impact, en fait, il est le produit de 3 facteurs. Et quand, en fait, on réfléchit à comment rendre notre société plus soutenable, c'est les 3 facteurs sur lesquels on peut agir. Donc, c'est les 3 éléments importants à avoir en tête. Donc, I, l'impact, égale une multiplication de, d'abord, la population. Plus on est nombreux, forcément, plus on multiplie notre impact sur la planète. Donc population fois A. A, c'est d'après affluence en anglais. C'est le niveau de vie, donc le niveau de confort de vie. Et T, c'est la technologie. En fait, comment, avec quels moyens techniques, on va obtenir ce qu'on demande à la planète. Et globalement, si on veut que l'impact écologique diminue, il faut jouer d'une manière ou d'une autre sur ces trois critères. Et du coup, Aurélien, qui était un autre intervenant de l'atelier, nous a fait une comparaison assez intéressante dans un graphique à 2 axes où il a croisé justement cet impact avec le niveau de développement, enfin l'IDH. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qu'on observe quand on croise ces 2 données? D'accord. Alors, une société soutenable, ça se définit à la fois sur le plan social et sur le plan environnemental. Donc sur le plan environnemental, il faudrait qu'on ne dépasse pas le niveau de une planète. Il ne faudrait pas qu'on demande à la Terre plus que ce qu'elle est capable de renouveler d'elle-même. Donc on ne pêche pas plus que ce que les stocks de poissons peuvent se renouveler tout seuls. Donc pour ne pas dépasser une planète, il faut une empreinte écologique d'une planète. Donc ça définit déjà un espace assez étroit. Et il faudrait que, en plus de ne pas dépasser une planète, on ait un niveau social, de développement social correct. Et pour ça, on a la chance d'avoir un indicateur relativement universellement accepté qui est celui de l'ONU, c'est l'IDH. L'IDH, c'est l'indice de développement humain. Et l'indice de développement humain comprend plusieurs critères. Et pour l'ONU, en fait, si on a l'IDH, ça va de 0 à 1. Et si on a à partir de 0,8, donc entre 0,8 et 1, on est dans un IDH soutenable. Donc, on prend tous les pays du monde et on regarde pour chacun où est-ce qu'ils sont en nombre de planètes, donc leur impact environnemental, et où est-ce qu'ils sont pour l'IDH. Et si on croise les deux, ça fait une petite fenêtre. Voilà, les pays qui se situent à la fois dans les deux sont ceux qui sont écologiquement et socialement soutenables. Et en fait, combien il y en a dans cette petite fenêtre? Aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun, mais il y en a un qui est pas loin. Celui qui est le plus proche, et c'est Cuba. Donc ça, c'est vraiment la surprise qu'amène ce travail, qui est finalement une idée assez simple, mais c'est Aurélien Bouteau qui a présenté ça le plus clairement. Déjà, il a fait ses calculs il y a une dizaine d'années. Et donc Cuba est à la fois une société où on a un mode de vie soutenable pour la planète et un niveau de développement jugé soutenable par l'ONU. Alors qu'en fait, les autres pays, soit la plupart des pays africains, par exemple, ont un IDH très faible, mais ils sont très soutenables, écologiquement parlant. Et puis les pays comme les nôtres, les pays occidentaux, les pays industrialisés, eux, ils ont dépassé de loin le seuil de soutenabilité. La France, c'est 3 planètes, les Américains, c'est encore plus. Ils sont pas non plus ils ont un IDH correct, mais une empreinte écologique désastreuse.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir pourquoi Cuba s'en est rapproché beaucoup. Et une des grandes causes qui avait été évoquée, c'était l'embargo pétrolier, tout simplement. Ben voilà, parce que Cuba avait une économie, jusque 89, Cuba était très soutenu par le bloc soviétique, et notamment pour le pétrole. Il y a beaucoup de pétrole. Le pétrole qui était consommé à Cuba, la majeure partie était approvisionné depuis l'URSS et ses pays partenaires. Donc Cuba vivait un peu au-dessus de ses moyens grâce à du pétrole importé, mais finalement c'est ce qu'on fait nous dans les pays où on ne produit pas, on consomme plus que ce qu'on produit. Et quand le bloc soviétique s'est effondré en 89, il n'a plus pu avoir ces approvisionnements de pétrole très bon marché. Et en plus, il y a eu un embargo américain qui bloquait, qui était quand même un gros problème pour l'économie cubaine. Et donc, Cuba a dû se réorganiser en urgence, et c'est assez intéressant à observer comment, pour réorganiser son économie avec beaucoup moins de pétrole. Donc, surtout, le problème, c'était l'agriculture, et notamment acheminer l'alimentation de là où elle était produite jusque là où elle était consommée, dans les villes. Donc voilà, Cuba s'est retrouvé écologiquement soutenable, pas en l'ayant voulu explicitement, mais de fait... Parce qu'il a dû répondre à une crise. Et voilà. Ça permet de revenir justement à un point que tu as abordé, qui est cette réorganisation rapide et non volontaire de pays pour être, en tout cas pas vraiment pour être plus soutenable, mais parce qu'on n'a pas le choix. Oui. On l'a déjà vécu dans des pays d'Europe de l'Ouest. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples et nous expliquer comment les pays l'ont fait? Est-ce que ça a été accepté? Est-ce que ça a marché, etc. Oui, alors en France et dans les pays européens, effectivement, on a vécu des épisodes au cours du XXe siècle de réduction drastique des consommations d'énergie, d'abord pendant les 2 premières guerres mondiales, et puis plus récemment aussi au moment du choc pétrolier en 1973, parce qu'il y avait un embargo, encore, mais là de la part de l'OPEP, envers les pays qui consommaient, envers ces consommateurs. Et on a réagi dans la plupart de ces périodes de pénurie de pétrole. On a réagi plus ou moins rapidement en organisant des systèmes de rationnement, donc des quotas individuels de consommation. Le rationnement pendant les 2 guerres mondiales, c'est quelque chose qui est relativement connu, mais on sait moins souvent qu'aux Pays-Bas et en Angleterre, en 1973, on a fait la même chose, parce qu'ils devaient faire face à l'embargo de l'OPEP et au quadruplement des prix. Et en plus, en Angleterre, il y avait une grève assez dure, même très dure, de mineurs de charbon. Donc aussi, la production de charbon était descendue très bas. Et du coup, concrètement, ça a eu quoi comme conséquence directe sur le pays, là, ce rationnement drastique? Parce que on imagine bien qu'il y a la consommation personnelle, mais il y a aussi les industries, toute l'organisation du pays. Quels sont les choix qui ont été faits? Est-ce qu'on a privilégié l'industrie? Est-ce qu'on a privilégié les personnes, les citoyens? Comment se sont faits les choix? Est-ce qu'on sait comment se sont faits les choix et quelles sont les conséquences sur l'impact du pays à ce moment-là? Oui. Alors pour les Pays-Bas, par exemple, les Pays-Bas avaient une grosse industrie pétrolière, donc c'était important de maintenir le rôle et le rang des Pays-Bas comme pays par lequel transite la plupart du pétrole consommé en Europe. Et donc aux Pays-Bas, on a quand même essayé de protéger au maximum l'industrie pétrolière et ses corrélaires, pétrochimie, etc. Mais elle a quand même dû faire des efforts. Une des mesures phares aussi qui ont accompagné le rationnement aux Pays-Bas, c'est l'interdiction de rouler de faire rouler des voitures individuelles le dimanche. Donc ça s'appelait les Autolose Zondag, dimanche sans voiture. En Grande-Bretagne, donc la situation économique était quand même plus dure. Ils avaient des récessions, ils ont déclaré l'état d'urgence. Et ils ont fait cette mesure aussi peu connue mais très très intéressante qui s'appelle la semaine de 3 jours. Parce que là, on avait vraiment peur qu'à cause du manque d'énergie et de la récession, il y ait des entreprises qui mettent la clé sous la porte petit à petit. Et là, pour donc étaler au maximum la quantité d'énergie disponible, on a fait la semaine de 3 jours de travail maximum. Et donc ce qu'on voit par l'expérience finalement entre les embargos et la semaine de 3 jours, c'est que 2 choses qui marchent bien pour devenir une société plus soutenable, c'est finalement ne plus consommer de pétrole, ou en tout cas en consommer beaucoup moins, et travailler moins. Oui, exactement, travailler moins ou partager le temps de travail. En fait, c'était partager l'énergie disponible pour le travail en réduisant la semaine de travail de 5 à 3 jours. Donc effectivement, c'est pas pour des raisons écologiques, c'est plus devant la nécessité, devant la pénurie. On a choisi ces modes d'organisation. Et puis, je précise aussi, parce que le rationnement a très mauvaise presse en France, parce que notre dernière expérience date de l'occupation, et donc on l'a très mal vécu.
En Grande-Bretagne et aux Pays-Bas, c'est pas la même chose, et en Grande-Bretagne en particulier. Et donc, il y a eu des pénuries assez sévères, les pénuries ont déjà pu commencer à se faire sentir un petit peu, et les gouvernements n'osaient pas lancer le rationnement, et globalement c'est plutôt la population, les lobbies, la presse, et même les entreprises aux Pays-Bas qui ont réclamé pour que le gouvernement se dépêche et mette en place le rationnement, parce que c'était la seule manière d'assurer que tout le monde puisse avoir une petite part de ce qu'il y avait. Le rationnement, c'est pas juste limiter les consommations, c'est aussi garantir que chacun ait une part quand il n'y a plus grand-chose. Et du coup, vous en avez fait quoi? Alors, du coup, on s'est très largement inspiré d'une création de la New Economics Foundation, qui est un think tank britannique. New Economics Foundation, donc c'est la NEF, c'est pas la banque, qui a créé en 2009 un petit carnet de rationnement qui s'inspirait directement des carnets de rationnement de la guerre, mais cette fois-ci pour le carbone. Donc en disant... face à notre problème écologique majeur et surtout climatique aujourd'hui, on pourrait, et il faudrait, réintroduire un système de rationnement, cette fois-ci avec un but écologique. Et du coup, si on se fie à ce petit carnet que vous avez réadapté pour la France, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux donner 2-3 exemples? Je me souviens, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. D'accord. En fait, du coup, on avait le droit... Je peux le réexpliquer si tu veux. Ouais, voilà, si tu peux expliquer plus facilement. Donc ce carnet, c'est la Grande-Bretagne s'est engagée officiellement, et là je parle déjà depuis plusieurs années, à diviser par 5 ses émissions de gaz à effet de serre. Donc le carnet et la NEF disent, ben voilà, prenons les choses au sérieux, on a signé ça. Donc c'est d'ici 2050 qu'il faut réduire de 80%, donc maintenant on est en 2050. Et donc chacun a droit à 1,15 tonne de CO2 par personne et par an. 1,15 tonne de CO2 dont on retire 20%, que là on met en commun pour les services publics, donc c'est normal, et le reste c'est votre portion individuelle, votre part, et pour simplifier les choses, on dit voilà, votre part qui reste, on la divise en 40 unités, 40 coupons, et à l'intérieur de ce carnet de rationnement, il y a toutes les consommations de la vie quotidienne que vous faites ou ne faites pas, et qui ont un impact énergétique. Donc par exemple, utiliser une cafetière une fois par jour, c'est un coupon. Donc voilà, c'est un de vos 40. Et d'autres exemples frappants, par exemple, il y avait 100 km en voiture, c'est ça? Ah oui, alors 100 km en voiture, ça fait je vais 4 retrouver coupons, la page, je crois. Non, plus. Bon alors. On sait pas. Et c'était, enfin, on se rend compte en gros qu'on a 100 km en voiture, c'est 10 coupons. 10 coupons et une voiture. Acheter une voiture, acheter coupons. Une Twingo, oui, c'est plus de 1000 coupons. Donc là, il faut que vous épargniez pendant 17 ans en fait, globalement. Alors juste, on doit conclure, mais il y a un dernier aspect que j'aimerais aborder qui me paraît très important. Et on a discuté durant l'atelier du fait que en fait, les consommations électriques venaient aussi beaucoup de changements sociétaux, oui, et pas forcément de la technique et d'un besoin de consommer. Et on parlait par exemple des manières de se laver. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Oui, alors c'est les consommations énergétiques en général, électriques et autres. En fait, depuis, si on prend comme repère l'après-guerre, dans l'après-guerre, au cours des 30 Glorieuses et jusqu'à aujourd'hui, on observe qu'il y a une nette augmentation des consommations d'énergie dans les maisons. Même si on compte un nombre d'habitants constant dans la maison, la quantité d'énergie qu'on utilise pour les usages quotidiens augmente. Alors que par ailleurs, on a des systèmes plus efficaces. Alors, une des explications, c'est notamment que ce qu'on a comme culture, par exemple de la propreté, les normes sociales intégrées et diffusées dans la société sur ce que c'est que la propreté ont changé. Donc là où il y a pas si longtemps, les gens prenaient un bain par semaine et le reste du temps ils se lavaient au gant de toilette. Quand on dit pas si longtemps, parce que je pense que les gens n'ont pas conscience de ça, c'était quand ça? Pas si longtemps, alors pour mes parents c'était normal par exemple. Donc voilà, il y a 30 ans, c'était normal. C'était tout à fait normal. Donc on se lavait au bain une fois par semaine à peu près, on avait un gant de toilette le reste du temps, alors qu'aujourd'hui, si on n'a pas une douche par jour, on se sent sale et on trouve que c'est pas normal. Le problème, c'est qu'entre un bain, gant de toilette et une douche par jour, on a une augmentation à la fois de la consommation d'eau et de l'énergie pour chauffer l'eau. Okay, et c'est le cas pour la plupart de nos usages quotidiens en fait, malheureusement. Donc pour conclure, moins de pétrole, moins de travail, moins de douche. Et un bel embargo pour que ne pas nous laisser le choix et qu'on soit forcé d'être écologiste, écologique, même si on l'a pas choisi. Eh bien Mathilde Chouba, merci beaucoup d'être passée sur le plateau de TV Bruit. Bonne fin de journée et puis bonne fin d'université. Ok, très bien.